quelques années déjà, les enjeux touchant les femmes autochtones défraient les manchettes. Violence, itinérance, racisme, discrimination basée sur le genre, droits de l'enfance ne sont qu'un bref aperçu des luttes qui ont marqué l'histoire des femmes autochtones au Québec et au Canada, des luttes qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui sont parfois, heureusement, marquées par des victoires grâce à la mobilisation et au leadership de ces femmes. Pour nous parler plus amplement des conditions de vie des femmes autochtones au Québec, de leur histoire, des enjeux qui les mobilisent et de l'avenir qu'elles souhaitent, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Mme Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec. Bonjour Mme Michel et merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue. Oui, je vous salue et je salue les gens qui nous regardent. Merci. Et pour commencer l'entrevue, une question peut-être un peu générique qui va nous permettre quand même de dresser un portrait. Est-ce que c'est possible de nous dire quelques mots sur comment se manifeste la discrimination systémique envers les femmes autochtones actuellement et par le passé? Écoutez, la discrimination systémique, elle a été vécue par les femmes depuis bien longtemps. Elle fait partie de l'histoire coloniale, évidemment, l'héritage colonial de la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens ont beaucoup discriminé les femmes quant à leur identité. Et aussi à la transmission de leur identité par les enfants. Donc, ça a été touché par les femmes, plus par les femmes que par les hommes. Oui, plus particulièrement parce qu'il y a un aspect peut-être qu'on connaît un peu moins aujourd'hui, en tout cas je parle pour ma génération, parce que les femmes auparavant qui se mariaient avec des non-autochtones, avant 1985, perdaient leur statut. Évidemment, oui. Lorsque des femmes autochtones tombaient en amour avec des non-autochtones et mariaient des non-autochtones, automatiquement, d'après la loi sur les Indiens, elles perdaient leur statut en tant que femmes autochtones. Et un autre exemple qui est plus flagrant, si, exemple, Ariane, tu mariais mon frère avant 85, toi, tu étais considérée comme une autochtone pure. Donc, ça se faisait par le mariage. Et voilà, ça se faisait par le mariage. Et la descendance était touchée aussi, surtout la descendance des femmes et non la descendance de l'homme. Donc, ça aurait voulu dire qu'à ce moment-là, mes enfants auraient été autochtones et pas vos enfants. Et voilà, et voilà. Et on dit toujours que c'est des stratégies politiques d'assimilation qui ont été faites par l'État, par le gouvernement, évidemment, parce que la femme a une responsabilité aussi, une grande responsabilité qui est de retransmettre la langue, la culture, l'identité à la génération. Tandis que toi, qui es reconnue comme une femme autochtone pure, toi, tu vas avoir le droit de rentrer dans la communauté, de vivre dans la communauté. Et en temps normal, toi, qu'est-ce que tu vas retransmettre à tes enfants, même si tu es mariée avec mon frère, la langue québécoise, la culture québécoise. Donc, il y a ces formes d'assimilation qui sont flagrantes. Et moi qui ai marié, mettons, ton frère qui est québécois, moi, je dois sortir de la communauté. Je ne peux plus vivre dans la communauté. Et voilà pourquoi est-ce qu'on dit que, oui, ça discrimine justement les femmes autochtones dans ce sens-là. Parce que vous l'avez abordé, puis ça, c'est un élément peut-être un petit peu moins connu, mais le rôle des femmes autochtones dans la transmission de la langue et de la culture, c'est un rôle qui est assez important historiquement? Oui, très important. Puis si on revient à notre histoire, avant la colonisation, nos rapports avec nos hommes étaient de façon complémentaire, ce qui veut dire les hommes avaient un rôle à jouer, les femmes avaient un rôle à jouer et on se complétait à quelque part. C'est qu'on n'avait pas ces rapports de pouvoir que l'histoire coloniale a donné aujourd'hui. Là, on donne plus de pouvoir aux hommes et moins de pouvoir aux femmes. Donc, on n'avait pas ce genre de relation. Donc, on était plus complémentaires dans nos relations. Et c'est ça qui a été perdu, justement, avec la loi sur les Indiens, la façon de fonctionner, la façon de retransmettre le statut aussi. Et dans quel contexte cette loi-là a été abolie en 1985? Je suppose que ça n'a pas dû se faire facilement. Bien, écoutez, c'est parce que des femmes ont été touchées, des femmes telles que moi, je les appelle les guerrières. Ce sont des guerrières, pas qui font de la guerre, mais plutôt des revendicatrices qui ont été touchées directement, qui sont allées lutter ou dénoncer, soit aux Nations unies, soit à la Cour suprême, et en dénonçant que la discrimination est basée sur le genre, des femmes qui avaient perdu leur statut.
et qui ont lutté pendant longtemps. Et moi, j'ai une grande reconnaissance envers ces femmes. Elles ont gagné leur statut en 85, c'est la loi C-31, ça s'appelait la loi C-31. Et des lois, des changements de loi d'articles qui ont été apportés à la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens, elle n'est pas complètement éliminée, comme on pourrait dire, mais il y a des changements de loi qui sont toujours apportés avec des revendications. Surtout qu'il y a des revendications qui ont été faites par les femmes. Et cette loi C-31, est-ce qu'elle avait un pouvoir rétroactif? C'est-à-dire que les femmes, à ce moment-là, qui avaient été mariées, qui s'étaient mariées avec des non-autochtones, est-ce qu'elles pouvaient retrouver leur statut et réintégrer leur communauté? Elles retrouvaient leur statut, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il y a des enfants qui sont nés de ces unions-là et c'est pas encore réglé quand même. On est en 2021 aujourd'hui. Femmes autochtones du Québec est avec ces grandes guerrières, dont Sharon McCarver, Pamela Palmetta, Jeannette Lavelle-Corbière, et on dénonce encore aujourd'hui on dit toujours que la loi fait de la discrimination basée sur le genre et que ça n'a jamais été réglé, même s'il y a eu en 85 une bataille de gagner. Nous, ce qu'on demande, c'est 6.1 all the way. Là, on embarque dans les chiffres. 6.1, c'est quand l'enfant est né de 2 parents autochtones. D'accord. Tes parents, tes enfants ont une certaine catégorie. Toi qui as marié mon frère, automatiquement, on dit que votre enfant est né de 2 parents autochtones. Les miens que j'ai eus avec ton frère, mes enfants sont catégorisés 6.2. Un parent autochtone et un parent non autochtone. Pourtant, on a le même profil. Et c'est là qu'on dénonce qu'il y a discrimination basée sur le genre et ça a un impact sur les enfants encore. Oui, c'est ça, parce que je suppose qu'à ce moment-là, un enfant qui est catégorisé 6.2, il n'a pas droit peut-être au même statut qu'un enfant 6.1 et sa propre descendance. Après, on suppose que là, ça peut toucher. D'après la loi sur les Indiens, les 6.2 ne pourront plus retransmettre leur statut. C'est ça qui a des dangers. Les tiens vont pouvoir encore retransmettre parce qu'ils sont catégorisés 6.1. Ça a des gros impacts et nous, ce qu'on revendique, c'est qu'on dit, OK, le gouvernement en 2019 a déjà dit, OK, oui, vous avez raison, il y a discrimination basée sur le genre. Mais il n'y a aucun changement encore aujourd'hui. Et nous, ce qu'on revendique, c'est qu'on dit 6.1 all the way. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? Oui. Parce que ça a des impacts au niveau propos racial, comme on pourrait dire. Et ça, les propos raciaux, ça se fait aussi entre Autochtones. Exemple, on ne te connaît pas, tu n'as pas grandi dans la communauté, tu ne parles pas la langue. Et c'est un langage que les gouvernements adore, comme on pourrait dire, prône beaucoup. On dit toujours diviser pour mieux régner, ça se voit de cette façon-là. Et nous, lorsqu'un enfant est né, pour certaines nations, comme si on prend la nation Eyo, peu importe l'enfant, d'où vient l'enfant, en autant qu'il y ait un parent autochtone, on considère l'enfant comme une Première Nation. Vous voyez? Et il y a encore beaucoup à faire dans le sens, c'est que les communautés, il y a 54 communautés au Québec, c'est pas toutes les communautés qui ont le code de citoyenneté, le code d'appartenance encore, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, il y a une lutte à faire au niveau du gouvernement pour qu'il y ait 6.1 à tous les enfants et au niveau des communautés aussi pour l'intégration des enfants nés de parents, en tout cas d'une mère autochtone, mais mariée à un non-autochtone avant 1985. Toute leur descendance par la suite. Et voilà, et voilà. Et ça a une lenteur, une trop grande lenteur à ce sujet d'apporter un changement, parce qu'il y a des gens, il y a des enfants qui sont en attente d'être reconnus, évidemment, et en même temps, on comprend que le système ainsi est fait, OK? Les communautés ne sont pas encore prêtes. Justement à travailler leur code d'appartenance. C'est un point sensible quand même pour les communautés, ça je le comprends. C'est assez impressionnant de voir comment une loi qui a été abrogée en 1985 a des conséquences, mais non seulement qui persistent encore aujourd'hui, mais même qui sont amplifiées par la descendance et par les problèmes que ça peut créer. Et voilà, oui. Puis c'est une loi quand même qui a été faite en 1763, 1876. Là, on est en 2021, puis elle est désuète. Elle est désuète. Et c'est une loi qui n'a pas été faite par une Première Nation, qui n'a pas été faite par une pensée de Première Nation. Ça a été vraiment un but précis, c'est vraiment d'assimilation et comment toi tu vas fonctionner à l'intérieur d'une communauté. Et si on peut parler plus particulièrement des femmes autochtones du Québec,
Dans quel contexte l'association a-t-elle été créée? Elle a été créée grâce à ces revendications de ces guerrières. OK? Lorsqu'on dit que ça a été la discrimination basée sur le genre qui est les femmes ont été beaucoup touchées et ça a fait une vague. Donc, à l'intérieur du Canada, plusieurs mouvements de femmes autochtones se sont créés, donc Femmes autochtones du Québec, évidemment. Oui. Et par la suite, c'est vraiment d'amener les enjeux des femmes, que ce soit en matière de violence, que ce soit agression sexuelle, sur les droits humains, etc. Donc, ça a été globalement apporté. On a beaucoup innové, je pourrais vous dire, pendant les 47 ans d'existence. Oui, parce que c'est ça, vous dites 47 ans d'existence, c'est-à-dire que l'association a été créée dans les années 1970. C'est là où il y avait peut-être une effervescence au niveau du mouvement de ces guerrières? Oui, parce que suite à ce qu'on a entendu un peu partout, dont Mary Touac-Lee, dont Sharon McCaver, Jeannette Lavelle-Campion, il y a eu une vague parce que plusieurs femmes étaient concernées directement par cette situation. Et si Femmes autochtones du Québec est née, c'est bien parce qu'il y a eu des pionnières qui se sont réunies dans une petite chambre, dans un appartement et étalées justement qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici au Québec. Donc, voilà la naissance justement d'un mouvement de femmes autochtones. Et ça, c'était en 1976, c'est ça? Bien avant ça, je vous dirais, en 1970, les premières rencontres de petits groupes, puis par la suite, 1974, c'est vraiment l'incorporation de Femmes autochtones du Québec. 74. Voilà. Et quelles étapes ont jalonné son développement jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moments clés de l'histoire de l'association qui valent, en fait, qui ont évoqué un tournant marquant dans l'évolution de l'association? Je pense que depuis 1974, il y a quand même presque annuellement, on a toujours réagi, on a toujours déposé soit des mémoires, soit des revendications, soit des batailles menées par des femmes. Ce sont des bonnes réussites qui apportent fruit justement sur le portrait des femmes, sur les enjeux des femmes, ce que les femmes ont vécu, etc. Presque annuellement, on a toujours une chose, on avance à pas de tortue, mais au moins on avance avec des faits, avec des constats, puis avec des revendications, puis des propositions justement de rétablir ces situations. Parfait. Et justement, quand on parle de situation, de quel dossier l'association s'occupe-t-elle? Est-ce qu'il y a eu des dossiers par le passé qui ont été importants, qui ont été, si on veut dire, réglés grâce à des victoires? Et au contraire, est-ce qu'il y a des dossiers qui sont encore portés après près de 50 ans de l'existence de l'association? C'est sûr que la discrimination et le racisme systémique basé sur le genre nous touchent beaucoup. Ça, c'est vraiment le cheval de bataille présentement de Femmes autochtones du Québec. Et par la suite, on a eu la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Okay? Ça, c'est un grand fléau. Ça a été le cheval de bataille de Femmes autochtones du Québec. Okay? Oser parler de violence à l'intérieur des communautés. Parler de violence n'est pas un langage facile à l'intérieur des communautés. Et on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, de prévention, d'ateliers pour outiller nos femmes. Évidemment, les femmes des nations. Femmes autochtones représentent les 10 nations au Québec, incluant la présence urbaine. Donc, on a eu tout ce travail à faire d'éducation, comme on pourrait dire. Et par la suite, évidemment, le racisme et la discrimination systémique qui est en lien avec tout ce qu'on a vécu depuis l'histoire coloniale. La loi sur les Indiens qui discrimine les femmes, les 2015, les femmes de Val-d'Or qui ont dénoncé la brutalité policière, les femmes autochtones disparues, assassinées, et encore là, avec la commission vient, ben nous, on a dit on va aller de l'avant là-dessus. On a fait un plan d'action, justement, sur le racisme et la discrimination systémique envers les femmes autochtones. Femmes autochtones du Québec n'a pas peur des mots. Donc, on dit que c'est du racisme et de la discrimination systémique. C'est important. Oui. Les mots sont vraiment importants. Et systémique, j'aimerais peut-être qu'on démystifie le fameux systémique parce que beaucoup de gens semblent confondre systémique et systématique. Et peut-être nous éclairer par rapport à qu'est-ce qu'une discrimination systémique? Une discrimination systémique, c'est vraiment... Moi, j'ai fait l'exercice avec ma fille. Ma fille, elle a 25 ans. Parce qu'on s'est concerté, puis on a concerté aussi, on s'est assis avec nos membres pour parler d'un plan d'action. Et j'ai dit à ma fille, quand je te dis racisme et discrimination systémique, comment tu le définis?
Elle me dit, c'est simple, c'est le racisme et la discrimination qui est exercée par le système. J'ai dit, waouh, il n'y a pas plus simple que ça. Et j'ai dit, bravo, OK. Puis je trouve que c'est un bon point, c'est vraiment un bon point. Et on a fait l'exercice avec nos membres aussi. Moi, j'ai fait la tournée des nations il y a quand même 2 ans. Il y a eu un an où on n'a pas pu avec le confinement. Et les femmes m'ont dit, mais c'est quoi le racisme et la discrimination systémique? Je suis arrivée avec ces exemples. Quand des femmes ont perdu leur statut, pourquoi nous, les femmes, on est touchées? Ça, c'est des formes de discrimination. On perd notre statut parce qu'on a osé marier un non-autochtone. Mais pourquoi mon frère qui a marié Ariane n'a pas perdu son statut, lui? On est encore... Ça, c'est des formes d'exemples qu'on a apportées aux femmes. Lorsque des familles téléphonent pour faire des signalements de disparition de leurs filles et qui se font dire par le système, par l'entité judiciaire, « Ah, peut-être que ta fille est en party. On va attendre, là, peut-être qu'elle va dégriser puis qu'elle va venir. » Mais pourquoi est-ce qu'on nous relie à l'alcool? C'est ces formes de préjugés qui t'amènent à vivre le racisme et ne pas être en mode action pour amorcer des enquêtes. Donc, c'est la discrimination qui est reliée au système. Si on prend exemple 2015, les femmes qui ont dénoncé la brutalité policière, c'est quand même un grand courage pour ces femmes-là de dénoncer publiquement et par la suite qu'il ne s'est absolument rien passé. Est-ce que c'est des formes de racisme et de discrimination systémique? On met sur pied des commissions d'enquête. Le gouvernement investit quand même des millions pour ces commissions d'enquête. Nous, on fait l'exercice de déposer des mémoires, faire ressortir des enjeux, faire ressortir des recommandations à tout ce qui peut être commission d'enquête. C'est notre devoir d'apporter la voix des femmes, tout en les consultant, évidemment. Et par la suite, il ne se passe absolument rien. Si on prend la commission Vient, c'est l'élément déclencheur, c'est toujours la situation des femmes. Est-ce que, qu'est-ce qu'on a fait avec la Sûreté du Québec? Absolument rien. Absolument rien. Mais oui, on s'est lancé. Il y a toujours ces fameuses stratégies politiques. Okay? Dans la commission Vient, c'est en lien avec ce que les femmes ont vécu dans la brutalité policière. Et là, on ajoute la protection de la jeunesse et on ajoute aussi le racisme dans les services publics. Ce sont quand même 2 gros enjeux importants chez les Premières Nations. Je ne vais jamais banaliser cet enjeu, mais en fin de compte, on oublie la case de départ qui est la brutalité policière exercée chez les femmes autochtones. Est-ce que c'était une façon de noyer le poisson? Et voilà, c'est une façon d'embrouiller les cartes aussi à quelque part. Nous, à Femmes autochtones du Québec, oui, on a ouvert la commission Vient, et on a dû réintervenir encore une autre fois parce qu'on s'est dit, oups, on est trop de ce côté-là. Nous, c'est l'enjeu des femmes. Si cette commission-là a été mise sur pied, c'est parce que des femmes ont vécu la brutalité policière. Donc, on est revenu à la charge encore une fois pour ramener, écoutez, là, on va faire quoi avec ça? On voulait vraiment que justice soit faite ou qu'on rétablisse, je n'ai pas encore le mot, là, qu'on rétablisse le système judiciaire pour les femmes autochtones. Oui. Et j'avais une question par rapport à votre parcours à vous, Viviane Michel. Comment est-ce que vous en êtes venue à devenir présidente de Femmes autochtones du Québec? C'était quoi votre parcours personnel? Écoute, je pense que ça fait partie de ce que Femmes autochtones du Québec m'a beaucoup donné. Oui, moi, je suis dans la catégorie de ma mère, OK? Ma mère était membre de Femmes autochtones du Québec. C'était cette génération-là qui était beaucoup en mouvement dans la communauté. Autrefois, chaque communauté avait leur petit fac local. Et je trouvais qu'elle était très, très proactive entre elles. Ça m'a beaucoup interpellée. Par la suite, je suis devenue membre, oui, évidemment, et j'ai parti quand même le mouvement de femmes autochtones à Québec. J'étais étudiante à l'université à cette époque, en 2000. Et là, j'ai voulu partir le mouvement pour le milieu urbain parce que j'étais devenue urbaine. Et ça a marché. Mais en même temps, c'est aussi ce bel apprentissage que Femmes autochtones m'a donné. Okay.
J'ai jamais pensé arriver là aujourd'hui. J'étais de celle, moi, de la catégorie hyper timide, hyper gênée, OK? Donc, j'ai beaucoup grandi avec Femmes autochtones du Québec, avec, oui, ma formation académique aussi. Mais en même temps, le rôle des femmes, l'enjeu des femmes, je pense que ça a été vraiment ma passion à moi, ma passion, puis le vouloir aller de l'avant dans ce sens. Je dirais que je suis tombée accidentellement dans ces postes, OK? Je suis retournée dans ma communauté. La personne, je me souviens, c'était une Mérida Saint-Onge de la communauté de Pessamit, qui était la représentante de la nation Innu, parce qu'on a chacune des nations ont une représentante qui, tout d'un coup, se présente en Assemblée générale comme vice-présidente. Et là, on me dit, c'est toi qui vas prendre le relais jusqu'à il y a une nouvelle élection. Nouvelle élection dans le Conseil des Nations fait que j'ai été élue. J'ai été représentante de la nation pendant 2 mandats. Par la suite, bon, j'ai été nommée vice-présidente, OK, de l'organisation. Dans le temps, c'était Mme Odette qui était la présidente. Donc, j'ai été élue vice-présidente. Mme Odette est partie au Canada pour être présidente des Femmes autochtones du Canada. Et là, ben, j'ai dû prendre le relais. Et je me suis dit, bon, je fais quoi? Est-ce que je me présente? Bien, j'ai dit, OK, je vais me présenter et les femmes décideront qui elles veulent. Et je suis tombée comme ça. On dirait que je suis toujours tombée par accident, mais un bel accident, comme on pourrait dire. Oui, c'est ça. Et je me demandais, parce qu'un organisme comme Femmes autochtones du Québec est en relation étroite avec, évidemment, le gouvernement du Québec, gouvernement provincial. Mais quand on parle de dossiers portés par les Autochtones, ça implique nécessairement aussi le fédéral. Et aussi, quand on parle des Autochtones en milieu urbain, ça doit concerner les paliers municipaux. Est-ce que vous trouvez que les gouvernements coopèrent bien entre eux dans la gestion des dossiers portés par Femmes autochtones du Québec, notamment? Bon, c'est sûr que nous, on travaille avec chaque ministère parce qu'on a des dossiers. On a un dossier justice et sécurité publique, on a un dossier jeunesse, on a un dossier emploi et formation, on a aussi un dossier santé, non-violence. On a quand même des dossiers ici et on est reliés soit avec les ministères de la Santé, soit avec les ministères de Justice aussi. Il y a ce côté-là qu'on est quand même reconnu à quelque part. Côté gouvernement, si on prend le gouvernement du Québec, on est en 2021, j'ai beaucoup de difficultés à croire que le gouvernement du Québec s'investit avec nous. Dans le sens, c'est qu'on est dans un momentum où est-ce que le racisme et la discrimination systémique est omniprésent là, pour les femmes autochtones, envers les femmes autochtones. Et quand tu rencontres un gouvernement qui nie qu'il y a du racisme systémique, posons-nous la question, est-ce que ce gouvernement est en train d'autoriser que ça continue encore? Moi, je le vois de cette façon-là. Sinon, c'est très simple. Là. De quoi a-t-on peur d'avouer qu'il y a du racisme systémique? Et on a plusieurs exemples. Je viens de les énumérer tout à l'heure. Donc, je dirais que Femmes autochtones du Québec travaillent au niveau régionalement, oui, nationalement et internationalement aussi. Oui. Donc, on est des femmes qui vont beaucoup apporter des revendications, des recommandations et aussi des mises en œuvre des recommandations suite à des commissions d'enquête, évidemment. Et si ça ne marche pas ici, bien, nous, on se rend aux Nations unies pour dénoncer l'État. Ça fait partie, je pense, de la mission de Femmes autochtones du Québec, de faire la défense des droits des femmes. Et on a cette responsabilité-là de l'amener plus haut. Et on est reconnu aux Nations unies, on a le titre ECOSOC, où est-ce qu'on peut facilement prendre la parole et dénoncer l'État. Parce qu'annuellement, tu as la rencontre aux Nations unies, où est-ce que les gouvernements, surtout le fédéral, vient faire tout son speech, que tout va bien au Québec, etc., puis que les autres pays pensent que tout va bien pour les femmes autochtones du Canada. Je m'excuse, mais c'est vraiment pas vrai, avec tous les enjeux qu'on est en train de vivre, puis qu'il n'y a pas encore de solution à travailler ces problématiques. Et par rapport à, justement, les enjeux de racisme systémique, vous avez publié il y a quelques semaines une lettre ouverte appelant le gouvernement du Québec à adopter le principe de Joyce
en référence à Joyce Echaquan, hein, qui a perdu la vie l'an dernier sous les insultes racistes du personnel infirmier du centre hospitalier de Lanaudière. En quoi consiste ce principe-là que vous souhaitez faire adopter par le gouvernement? Écoutez, nous, nos membres, nous ont formellement... Nous, les mandats qu'on reçoit, c'est annuellement par nos membres. Oui. Okay? Donc, c'est des recommandations de qu'est-ce qu'on va travailler. Et les nations nous ont demandé justement de supporter et de soutenir le principe de Joyce, de reconnaître, supporter, de soutenir. Ce qui veut dire qu'on doit toujours ramener à l'ordre d'adopter le principe de Joyce. Femmes autochtones du Québec adoptent le principe de Joyce. On a sorti une déclaration là-dessus. Et par la suite, le principe de Joyce est très bien fait. Dans le sens, elle n'a pas été faite n'importe comment. C'est toujours en lien avec la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. On parle de l'article 24, je pense, quelque chose comme ça, mais ça a été pris dans l'article d'André. Et par la suite, évidemment, c'est pour pas que ça se reproduise. Ça a été un triste événement. Joyce Echaquan, on a tous été témoins de cette mort qui aurait pu être évitée, évidemment. Et par la suite, c'est vraiment de ne plus reproduire, mais aussi d'apporter des changements dans le système, ce qui veut dire le système autant hospitalier qu'ailleurs aussi, parce qu'on peut le vivre aussi autant au niveau de la justice, on peut le vivre aussi dans les supermarchés. Il y a tellement à faire dans ce principe. Ça a été très bien fait. Je reconnais le beau travail et à la vitesse que la nation Atikamekw a pu se mettre à table pour justement produire le principe de Joyce. Et j'arrive pas à croire encore aujourd'hui que ce gouvernement ne veut pas adopter ce principe de Joyce. J'ai l'impression qu'on est face à un gouvernement entêté ou peut-être aussi orgueilleux. Je me permets de le dire et j'ai aucune gêne. C'est simple. Si on veut vraiment régler des problématiques qui se passent puis qui ne devraient pas continuer, on devrait commencer à avouer que oui, il se passe telle chose et on avance ensemble. Ça a été la porte qui a été offerte avec ce principe. Donc, le principe de Joyce, c'est justement partir de l'idée principale qu'on ne veut pas qu'un cas comme Joyce Echaquan se reproduise. Et lié à ça, vous encouragez le gouvernement à énoncer une série de principes et à prendre une série de mesures qui permettraient d'éviter que ça arrive. Et face à ça, le gouvernement refuse de mettre en place les mesures proposées, c'est ça? Et voilà. Puis en même temps, c'est que on est hyper interpellés, nous, des fois, quand les gouvernements sont dans des tables de travail, que ce soit en matière de violence, d'agression sexuelle, etc., et on participe et on apporte des recommandations. Mais ce que je déplore, c'est que oui, on est participant, oui, on est prêt à collaborer, sauf qu'il n'y a rien à l'horizon, ce qui veut dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Mais en même temps, il faut qu'on brise les formes coloniales, ce qui veut dire ne décidez pas pour nous. Assoyons-nous, on va vous dire comment nous, on veut régler et comment on peut travailler ensemble. Ça, c'est une porte quand même, je pense, qui est bien pour un début de changement. Il faut apporter un changement. S'il doit y avoir un changement, on doit nous inclure, nous, les organisations autochtones, les Premières Nations, dans ce processus. Puis pour régler le problème, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème aussi. Et voilà, il faut arrêter de nier, évidemment. Et on parle beaucoup du gouvernement québécois qui refuse de reconnaître le racisme systémique. Le gouvernement du Canada, à l'inverse, reconnu le principe de racisme systémique et a mis en place cette année, pour la première fois, une journée de vérité et réconciliation. Que pensez-vous de l'instauration d'une journée comme celle-là, de l'initiative, puis de ses conséquences peut-être à court et à long terme? Mais c'est quand même un premier pas. Okay? Dans mon langage, à moi, quotidien, c'est que je ne suis pas rendue à la réconciliation. Avant d'amorcer une réconciliation, il faut que quelqu'un avoue qu'il y a eu des torts faits aux Premières Nations. Et par la suite, il faut qu'il y ait réparation. Par la suite, on pourra parler peut-être beaucoup plus tard de réconciliation. Je pense que le gouvernement, quand même, du Canada va de l'avant plus vite que le gouvernement du Québec. Okay? Est capable d'avouer que oui, il y a eu des torts qui ont été faits aux Premières Nations. Et le défi que nous, on rencontre quand même à l'intérieur des provinces, c'est qu'on est confronté avec des gouvernements provinciaux. Fait que là, c'est un autre langage, on fait face à un autre langage.
Pourtant, on sait que c'est l'ensemble de la province du Canada qui a quand même la main mise sur les provinces. Donc, on a beaucoup de défis à faire. C'est vraiment c'est pas une question d'orgueil de qui va avoir raison, mais les faits sont là. Les constats sont là. Est-ce qu'on peut maintenant apporter un changement ou travailler des problématiques? Je pense que oui, ça pourrait se faire, mais il y a un manque de volonté au niveau des gouvernements provinciaux. Si je prends comme l'Ontario, par exemple, l'Ontario est très différent. L'Ontario travaille directement avec l'organisation de femmes. Puis on a dit, waouh, ce qu'on aimerait en Ontario, avoir un gouvernement comme l'Ontario. Mais s'il y aurait une belle collaboration, je pense qu'on pourrait facilement améliorer la situation des femmes autochtones. Et depuis quelques années, bon, j'en ai parlé en introduction, les enjeux qui touchent les femmes autochtones, en tout cas, j'ai l'impression, défraient de plus en plus les manchettes. On en parle plus, on le voit plus. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent, que les choses bougent depuis les dernières années, que la situation des femmes autochtones, en général, s'améliore? Bien, je vous dirais qu'il y a eu une grosse prise de conscience sur la situation des femmes en général. Bon, on va parler de la Commission Vérité et Réconciliation. Là, on a vu aussi des expansionnaires, l'histoire des expansionnats. Ouais. Il y a eu toute cette éducation populaire qui s'est faite un peu partout. La situation des femmes aussi, de plus en plus, les gens se sont sentis interpellés à soutenir les Premières Nations. Exemple, si on prend les femmes autochtones disparues, assassinées, je me souviens, puis j'ai une grande reconnaissance envers la population québécoise et le mouvement des femmes et le mouvement de tout ce qui pouvait nous soutenir. On était là sous la pluie, en train de marcher, de faire des vigies en mémoire des femmes autochtones disparues, assassinées. Et cela a quand même un impact quand la population québécoise vient soutenir les Premières Nations. Parce que si on est juste les Premières Nations, on est complètement ignoré. Mais quand il y a les citoyens canadiens, québécois, là, le gouvernement fait un peu plus attention. Parce que là, j'ai mes propres citoyens qui sont présents. Donc, il y a eu beaucoup cette éducation, cette prise de conscience que oui, il se passe des choses. Avec la commission, justement, de NFADA, la commission des femmes autochtones disparues assassinées, on a vu ça en direct, les gens étaient témoins en direct, puis les gens n'en revenaient pas, mais c'est pas aussi pour passer en tant que victime, mais c'est des réalités qui se passent vraiment chez nous depuis X temps, Puis on sait que dans le cas des femmes autochtones disparues assassinées, la justice ou le système de justice ne bouge absolument pas. Là. Un exemple que je peux donner, une famille que l'on soutient beaucoup, Anishinaabe, qui fait sa propre battue. Puis on sait que c'est Derrica Provencher, puis sans minimiser, sans banaliser les autres cas. Cédrica Provencher, ça a beaucoup été médiatisé. Et combien de battues la SQ a fait? Mais pour l'Anishinaabe qui a été porté disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. La famille s'engage par leurs propres moyens d'amener des experts pour faire des battues. Je trouve ça vraiment, ça me dépasse justement. C'est là quand on parle d'injustice ou d'inégalité à quelque part. Oui, il suffit de se demander si, plutôt que ce soit un autochtone, ça avait été une personne blanche, un enfant blanc ou une femme blanche, les moyens déployés par les forces policières, etc., généralement, c'est pas le même... C'est ça, ça n'a pas le même impact. Puis je me souviens de la famille Wild qui disait qu'il était en contact avec un enquêteur autochtone, puis il dit on avait des allers-retours d'informations, c'était vraiment bien. La communication, elle était là. Puis après, l'enquêteur autochtone a été déporté ailleurs. Fait que là, il se retrouve avec une personne inconnue, puis aucune maintenant communication à savoir où est rendu leur dossier, est-ce que ça avance. Donc, c'est les résultats, justement, quand on parle de discrimination à quelque part. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous n'étiez pas prête pour la réconciliation. Ce qui m'amène à vous poser la question, à quelles conditions vous pensez que la réconciliation entre les peuples autochtones et le reste du Canada et du Québec peut se faire? Concrètement?
Bien, d'abord, il faut avouer qu'il y a eu des torts qui ont été faits aux Premières Nations. Ça, je pense que c'est un premier pas. Et par la suite, comment est-ce qu'on peut réparer les choses quand on parle justement de tous les torts qui ont été vécus par les Premières Nations. Nous, à Femmes autochtones du Québec, on a déposé à la commission NFADA, des femmes autochtones disparues et assassinées, qui devrait avoir une clinique de trauma. Ça, c'est important, parce qu'il y a des traumas qui n'ont jamais été travaillés. Pour avoir travaillé avec Santé Canada pour les ex-pensionnaires, j'étais la travailleuse santé communautaire avant. Je préparais les gens à leur audience. J'étais là avant, pendant et après. Et dans le processus, justement, des ex-pensionnaires, il y avait ce qu'on appelait le plan de soins du futur. Donc, tu recevais une enveloppe supplémentaire pour aller soit avoir des suivis avec un psychologue, faire des thérapies, etc. Et moi, je pensais que si le gouvernement avait pensé à long terme, il y aurait pu avoir des centres de guérison un peu partout ici au Canada. Oui. OK? Pour que ces gens-là puissent aller quand ils veulent aller, besoin de se ressourcer, aller, besoin de consulter. Les calculs ont été comme pas bien préparés. Et c'est ça, la guérison, elle n'a pas été complètement faite. Bien, les solutions se font à l'échelle individuelle aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reçoit une enveloppe, mais au final, c'est pas reconnaître peut-être la dimension sociale. C'est ça, c'est parce que ça a été comme un traumatisme collectif. Exactement. Donc, la guérison, elle aurait dû être pensée collectivement aussi. Tout à fait. Et dernière question, êtes-vous optimiste par rapport aux conditions de vie des femmes autochtones, à la reconnaissance de leurs droits? Oui, je suis très optimiste parce qu'on a gagné beaucoup des points, on a beaucoup avancé, on gagne des batailles, on parle de la loi C-31, on parle maintenant de la loi S-3, OK? Quand on dit 6.1 all the way, on est à 2 doigts, là. Il reste que les communautés doivent appliquer certaines choses. Les femmes deviennent de plus en plus fortes en leadership. Elles deviennent des élus, que ce soit conseillères, que ce soit chefs ou que ce soit dans des postes de direction. Je pense qu'elles occupent des places plus importantes. Ce que notre organisation travaille beaucoup, c'est le leadership des femmes, la formation, les outillés. Je pense qu'on est quand même assez expérimenté de ce sens. Femmes autochtones du Québec, c'est pas juste nous comme en tant que bureau, c'est nos contacts avec nos membres qui sont les femmes. Comment les outiller, comment leur donner plus de leadership. On a besoin des femmes, on a besoin que les femmes prennent leur place en tant que personnes. Si je suis de la nation Innu, il y a 9 communautés dans la nation Innu, et sans nommer justement les communautés avant les communautés, la place des élus était juste pour les hommes. Okay? Même pour les assemblées publiques, les femmes, regardées par la fenêtre à l'extérieur, n'étaient pas admises. On parle d'assemblée publique. OK? Wow. Donc, on peut parler il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années seulement. Une vingtaine d'années seulement. Et là, les femmes se sont rendues compte qu'elles avaient droit à des assemblées publiques. Elles se sont rendues à une assemblée publique, déposer une résolution comme quoi il devrait avoir des postes paritaires. Seules 2 communautés ont ce fonctionnement-là. Okay? Donc, s'il y a 4 postes de conseillers, ben 2 sont pour les femmes puis 2 sont pour les hommes. Quand je suis rentrée en 2012, je m'étais dit, ben ce serait peut-être un beau défi, parce qu'il faut se donner des défis, évidemment, de viser la parité. Et quand j'ai su qu'une nation Atikamekw, Manawan, sur 7 postes, 5 femmes étaient élues, je me suis dit, non, c'est peut-être pas bien d'aller chercher de la parité, allons plutôt former les femmes, allons leur donner des outils pour prendre leur place, que ce soit au niveau politique qu'à l'intérieur de la communauté. Je pense que plus les femmes vont s'investir, plus les femmes vont prendre leur place, plus le changement va se faire. On est très déterminés, on est très tenaces, et je suis certaine que le changement va se faire par les femmes. Viviane Michel, merci beaucoup pour votre temps et pour vos lumières. Et on se retrouve très bientôt pour une autre capsule de Perspectives citoyennes.